Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc pour cette nouvelle séance de l'Université populaire d'Histoire. Nous sommes en direct avec 15 autres cinémas. Donc nous sommes néanmoins ravis d'accueillir monsieur Éric Renoux, ici présent. Un grand merci. Alors, Éric Renoux, vous l'avez peut-être déjà vu, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous venez de voir le film, et il intervient dans le film. Voilà, donc merci d'avoir répondu à notre invitation au pied levé, puisque c'était il y a une dizaine de jours à peine. Alors, il faut quand même dire que vous connaissez le sujet par cœur, puisque vous y travaillez depuis plusieurs décennies, on va résumer ça comme ça. Donc vous êtes passionné d'histoire locale, spécialiste de l'histoire de Royan et de sa région, et vous avez publié avec Marianne Boucher-Roy, Royan 39-45, Guerre et plage, aux éditions Bonance en 2015 et en 2017, puisque c'est un ouvrage en 2 tomes, et il y en a même un 3e en préparation. Donc vous l'avez compris, c'est aussi l'intervenant idéal pour le sujet de ce soir. Donc merci à vous, et à vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ému d'être parmi vous ce soir, puisque c'est à la fois une reconnaissance du travail qui a été fait pendant plusieurs décennies, mais surtout la possibilité, une fois de plus, de rappeler ce que les Royanais ont vécu sur justement ce bombardement du 5 janvier 1945, mais les bombardements également d'avril. Et je voulais débuter cette conférence. Lorsque l'on m'a invité, j'ai bien sûr accepté tout de suite, puisqu'il n'était pas question de laisser une page blanche ce soir. On peut comprendre des désistements pour des raisons personnelles, mais le public, et vous avez répondu présent, doit avoir un contenu en face. Et je voulais débuter ce soir avec un témoignage. Témoignage d'une personne qui a vécu ce bombardement du 5 janvier. Dans un bruit de tonnerre, une première bombe explose devant moi. La boue, la poudre s'engagent dans ma bouche, grande ouverte. D'énormes moellons s'abattent. Seules de petites pierres ont atteint mes mains, posées en protection sur ma tête. Mais une plus grosse m'a écrasé le pied. Un peu plus loin, un poteau s'est abattu sur maman et Josette. La ville brûle. Je gagne le château de Perpignan avec l'espoir de trouver du secours. Sa grande grille s'est abattue. Une voix, tout à coup, s'élève à droite. Une femme surgit d'un bosquet, une chemise de nuit. Elle a un regard de folle. Rien à attendre d'elle. Une autre voix répond à mes appels. Une forme blanche, en manteau, se dresse dans la nuit. C'est une femme, un bébé de quelques jours dans les bras. Je n'en peux plus, gémit-elle. J'ai quelque chose dans le dos, je dois être touchée. Si seulement je n'avais pas si froid aux pieds. C'est vrai qu'elle est sans chaussures, dans cette glaise glacée que les bombes ont tourné et retourné. Je l'entraîne vers le château et reste muette de stupeur. À l'intérieur, tout s'est écroulé. Il ne reste que la façade. Un lit dépasse, une couverture, je m'en couvre. Il faut repartir. La femme pleure à mes côtés, protégeant son bébé. Une forme noire surgit. Enfin, c'est un homme. « Aidez-nous » lui dis-je. Il s'approche. C'est un Allemand. Un long filet de sang coule le long de sa joue. Et puis, oh mon Dieu, il n'a plus de bras. Antoinette Cartron, le 5 janvier 1945. La destruction de Royan par le bombardement allié du 5 janvier fut totalement inutile au point de vue militaire. Reste à déterminer les responsables de cette tragique erreur. Et j'ai tendance à dire erreur, mais bien souvent, on oublie de mettre au pluriel. Selon le mot du général de l'Armina, il va balayer d'une main en disant « c'est juste une erreur ». Or, sur le coup, aucune explication n'est donnée, ni par les alliés, ni par le commandement français qui reste sur la réserve. Ce silence, incompréhensible pour les Royanais et les fragments de vérité qui émergent ça et là, alimente la controverse et autorise toutes les hypothèses. C'est ce qui m'est parvenu aux oreilles à l'âge de 15 ans, lorsque je demandais à mon grand-père, qui faisait partie des forces françaises libres, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Royan ait ce visage de tout béton ?
aucune réponse. Ou alors, plutôt des rumeurs. Il en est certaines qui sont écartées rapidement, comme celle de l'escadre des bombardiers qui devaient aller bombarder l'Allemagne, mais par mauvais temps, font demi-tour et viennent sur Royan. Ensuite, il y a les balises qui auraient été déplacées par le vent, des balises qui devaient être mises sur la forêt de la Coubre, plus au nord de la ville de Royan, et qui, avec un fort vent, seraient venus jusqu'à Royan, et les bombardiers auraient lâché leurs bombes sur la ville. Il y a aussi cette folle rumeur comme quoi Royan aurait été bombardé uniquement à la demande de Londres par des plans qui auraient été fournis par un espion allemand indiquant qu'il faut raser cette ville. Enfin, il y a aussi celle du pasteur Besançon qui dit qu'en fait, il fallait punir une ville dissolue et balnéaire. Il fallait raser la perle de l'Atlantique au profit de communes comme Biarritz ou La Baule. Pas facile de démêler le vrai du faux dans tout ça. Retenez bien les quelques rumeurs que je vous ai notées à l'écran, puisque vous verrez qu'à l'intérieur de chaque ligne, il y a éventuellement une part de vérité, mais qui au fil du temps s'est déformée avec la mémoire d'enfants, la mémoire d'adultes ou la mémoire de personnes plus âgées. Vous avez face à vous une vue aérienne du 10 décembre 1944. Cette date est à retenir pour les Royanais, ou tous ceux qui cherchent ce qui s'est réellement passé pour arriver au 5 janvier 1945. Le 10 décembre 1944, il y a une réunion qui s'organise à Cognac, au château de Bagnolet, siège de NC, dans le cadre de la préparation d'une opération militaire de grande envergure, l'opération Indépendance. En effet, le général de Gaulle, au mois de septembre, a trouvé inadmissible que des poches de l'Atlantique puissent encore résister sur le sol français. Le port de Bordeaux a été libéré au mois d'août. Il faut le libérer en urgence parce qu'on pense déjà à la reconstruction du pays. Et pour pouvoir libérer ce port, il faut faire sauter le cadenas de la forteresse Gironde Nord, Royan, et la forteresse Gironde Sud, Soulac-le-Verdon. Le général de Gaulle veut donner un exemple en disant que si on frappe une poche de l'Atlantique de la manière la plus violente possible, les autres poches tomberont d'elles-mêmes. Et donc, c'est lors de cette préparation de réunion à Cognac que le général Royce suggère, en appui de l'attaque terrestre, des bombardements lourds et bien appuyés. En cas de mauvais temps, sur l'Allemagne, il peut envoyer des escadres d'avions et venir copieusement arroser la forteresse Gironde. Seulement, à partir de là, les versions divergent. D'après les Français, il n'est question que de bombarder les positions militaires allemandes qui se trouvent en périphérie de Royan, la ceinture fortifiée, et la forêt de la Coubre, plus au nord de Royan. Le problème vient que, entre les deux belligérants, la barrière de la langue fait que le Royan Area est compris par les Américains comme la ville de Royan. Dès lors, le général Royce prend acte et veut s'assurer quand même que les civils seront évacués de cette ville. Et le général de l'Armina, en fait, en convient en lui donnant la date du 15 décembre. Nous sommes le 10 décembre et le général de l'Armina confirme que le 15 décembre, il y aura bien l'évacuation de la totalité des civils. Pour rappel, il y a environ 2230 empochés, on va les appeler comme ça, à l'intérieur de la poche de Royan, mais la poche de Royan part de la presqu'île d'Arvers, du bassin Marennes-Oléron, et descend jusqu'à la pointe de Suzac, et la commune de Méché le plus au sud. Et pour les lignes à l'intérieur des terres, c'est la Seudre qui fait barrage. La ville de Saujon et Mehdi sont les avant-postes. Et là, c'est l'engrenage. Ça restera d'ailleurs un peu une énigme pour les passionnés d'histoire, les historiens, de savoir ce qui s'est réellement échangé, parce qu'il n'y a pas de compte-rendu à cette réunion au château de Bagnolet. Pas de compte-rendu, et il y a pourtant des échanges au niveau des cartes et des documents, puisque la résistance est active et renseigne comme il se doit les positions qui doivent être frappées. Une mission de bombardement lourd sur la ville de Royan est demandée donc par le général Royce,
Et l'engrenage est lancé puisque c'est accepté et c'est confié au Bomber Command de la RAF avec, conformément à la tactique des Alliés, ils sont persuadés que ce bombardement massif, un bombardement de zone, complètement, on délimite un rectangle au sol et on vient le noyer de tout projectile qu'il se doit, bombe explosive, incendiaire, et même, vous verrez plus tard, des cookies allant jusqu'à 2 tonnes. Le sort s'acharne, puisqu'il y a quand même des évacuations. Je vous l'ai dit, nous sommes le 15 décembre, les civils ne sont pas totalement évacués, et le 16, sur le plan international, il y a une contre-offensive dans les Ardennes qui vient justement perturber les plans, et l'attaque, l'opération Indépendance est remise en cause. Elle est ajournée, mais les opérations de soutien aérien ne sont pas décommandées. Et ça, c'est, je vous disais, les erreurs au pluriel, c'est une erreur supplémentaire, puisque on va reporter l'opération, mais sur le plan aérien, on ne décommande pas. Les Britanniques prennent acte, et cette opération vient non plus dans des priorités, des cibles prioritaires, mais des secondary targets, comme ils les appellent, et ce sont des cibles secondaires. Donc quand il y aura une opération secondaire à effectuer, on ouvrira le tiroir et on sortira le dossier Royan. Le général Devers, américain, demande à Delormina le 17 décembre de reconfirmer où se trouve la ligne de sécurité pour les bombardements de la ville de Royan, et notamment la poche de Royan. Delormina indique tout naturellement la Tremblade, Semussac et Méché, vraiment les extérieurs de la ville, et tout ce qui se trouve à l'intérieur peut être copieusement arrosé. La ville est comprise dans le périmètre où les Alliés peuvent bombarder à leur guise, et Devers ne manquera pas de le rappeler le 18 janvier suivant. Et là, le 23 décembre, un télégramme du général Spaatz à Doolittle annonce et met un point final à l'opération Indépendance en déclarant que les objectifs restent disponibles, mais que l'attaque n'est plus du tout prévue, à savoir que l'attaque Indépendance était prévue le 25 décembre 1944. Il n'y a pas de trêve des confiseurs chez les militaires. Donc vous avez face à l'écran les objectifs qui étaient très bien renseignés. Vous avez sur la photo précédente une reconnaissance aérienne, et par-dessus, vous voyez que les forces aériennes viennent poser un calque et légender les batteries d'artillerie côtière. Je vous l'ai dit, la contre-offensive remanie tous les plans. Royan passe dans les secondary targets et sera peut-être, éventuellement, libéré à une date, c'est une date qui est avancée, au 10 janvier. Cependant, le bombardement aérien de soutien, lui, n'a pas été décommandé. La date du 10 janvier, c'est encore une erreur qui a été avancée de donner cette date, renforce les Britanniques de se dire on va être à 3, 4 jours, 5 jours de l'attaque au sol. Et donc le 4 janvier, concours de circonstances, la météo est très mauvaise sur Brême, en Allemagne. Et là, les Britanniques nous sortent le secondary target, la cible non prioritaire, et c'est Royan. Par cause de mauvais temps, ils vont étudier pendant de très longues heures les documents qu'ils ont à leur possession, et notamment cette vue aérienne que vous avez, qui concerne le port, avec une très grosse position d'artillerie côtière sur le Fort Duché et de défense antiaérienne au port de Royan. Le briefing des équipages s'achève à 17 h. Vous avez l'ordre de mission, une partie qui est tombée, où l'objectif, et je cite, est de détruire une ville solidement défendue par l'ennemi et occupée par des troupes allemandes seulement. Le nom de Royan n'est pas mentionné sur l'ordre de mission.
par mesure de sécurité. Seul apparaît un carroyage Lambert 372 753 en plein centre-ville. Le sort des 2200 empochés environ est scellé. On notera également dans cet ordre de mission qu'il a pour but de déshumaniser cette mission. Il faut que les pilotes et les membres d'équipage partent et n'aient pas ce sentiment d'aller bombarder une population civile en dessous. On insiste bien sur le fait qu'on peut y aller généreusement. Il n'y a plus personne, mis à part des Allemands. Et plus tard, certains avanceront même l'idée que le peu de Royannais qui restaient étaient des collabos. Le Bomber Command décide d'envoyer 216 Avro Lancaster sur les mêmes principes que les bombardements d'Allemagne, bombardements de zone. Sauf, et là on ne peut pas le reprocher à nos chers et tendres amis britanniques, ils ont très bien fait leur travail jusqu'au bout, allant jusqu'à vérifier que la population civile a bien été évacuée. Ils joignent d'abord les états-majors alliés à Vittel, qu'ils ne peuvent joindre, eux, Cognac, pour des problèmes de liaison téléphonique. Encore une erreur de plus. L'absence de réponse, côté britannique, est interprétée comme une absence de contre-ordre. Actuellement, dans des opérations militaires, il y a plusieurs indicateurs qui doivent apparaître au vert pour pouvoir lancer une opération. Et si un seul de ces indicateurs reste au rouge, l'opération ne part pas. Malheureusement, à l'époque, pour les Royannais, ce n'était pas le cas. Pas de réponse signifiait que pas de contre-ordre. Personne ne cherche à aller plus loin, mais côté britannique, en fin d'après-midi, 2 préavis de bombardement sont envoyés par message chiffré directement à Cognac. Je vous dis, les Britanniques voulaient vraiment faire les choses comme il faut. Ces 2 télégrammes, ils arrivent à 20h20 et à 20h53. Les archives sont très précises. Ils sont déchiffrés, puisqu'ils sont en code, par le centre de transmission américain, puis ensuite expédiés, mais en anglais, au centre de transmission du général Dellarmina à 0h30. Il faut à ce moment-là le traduire. Le traducteur n'est pas là. Et les Français apprendront le bombardement de leur ville à 8h du matin, le 5 janvier. Minuit 30, il faut bien le retenir, puisqu'à minuit 30, la première vague décolle des bases du sud de l'Angleterre et vont parcourir à peu près du côté de Tours pour prendre ensuite Niort et revenir sur Cognac et après foncer direction Royan et repartir par la côte. Ils sont à une altitude entre 2000 et 3000 mètres. Le voyage se fait sans anicroche. Forcément, une grande partie du pays, enfin de cette zone Bretagne et Ouest, a été libérée. Et ça, ils connaissent où sont les défenses antiaériennes, donc ils ne vont pas aller se chatouiller au-dessus. La zone à bombarder est repérée avec précision grâce à ce qu'on appelle des Mosquitos. Ce sont des avions de chasse de l'époque, des bimoteurs très rapides, et qui vont larguer des target indicators, des fusées. En fait, ils vont, dans le noir, repérer la ville de Royan, repérer, bien sûr, quand ils ont eu le briefing des équipages, le point de repère qui va leur servir, le point numéro 1. Et vous avez à l'écran le maître bombardier, celui qui va diriger cette escouade de 7 Mosquitos pour venir marquer la cible pour qu'ensuite les Avro Lancaster viennent déverser leurs bombes. Le Master Bomber, lui, arrive à 3h48, soit 12 minutes avant l'heure fixée sur Royan. La première vague arrivera, elle, 1 minute à peu près avant l'heure H. Voilà la carte de Royan en 1939, donc c'est la même en 1945. Le numéro 1 est justement la cible que doit repérer le Master Bomber pour venir y placer un target eliminator de couleur verte
de façon à ce que les 6 autres appareils viennent frapper eux aussi avec leur lueur verte pour que les bombardiers ensuite éclairent la zone. Dans un premier temps, ils vont éclairer. Ce point de repère, il n'est pas choisi au hasard. Ils prennent le clocher de l'église Notre-Dame. C'est le point le plus haut, beaucoup plus visible à voir quand on est à bord d'un avion. Et il est quasiment au centre de ces 4 étoiles. Les 4 étoiles, c'est justement les 4 points à bombarder que les Britanniques ont repérés sur le carroyage Lambert que je vous ai indiqué tout à l'heure. En bas de la carte, à gauche, le Fort Duché, batterie d'artillerie côtière. En bas, à droite, le port, avec la défense antiaérienne. En haut, à gauche, la caserne Champlain. Et enfin, en haut à droite, la gare, avec un nœud vraiment défensif à cet endroit-là. Voilà les 4 objectifs militaires que les Britanniques vont repérer et vont venir s'attacher pour pouvoir le réduire en cendres. Avant toute chose, avant que ces target indicators soient placés auprès du clocher, il y a un appareil qui va mesurer la vitesse des vents. Et c'est là où on retrouve dans notre rumeur que les balises auraient été déplacées par les vents. Malheureusement, non. Les Britanniques, je ne cesse de le dire, ont très bien fait leur travail puisqu'ils vont calculer des vents à 60-70 km/h et venir corriger pour que les bombardiers, eux, déversent comme il faut leur cargaison. Et à partir de là, ce sont à peu près 20 Lancaster éclaireurs qui vont venir, eux, déposer, alors larguer des bombes. Ce ne sont pas des bombes incendiaires ni explosives, ce sont des bombes avec à l'intérieur un déclenchement barométrique et des fusées vertes d'une longueur à peu près de 30 cm. Ces fusées, quand elles éclatent à peu près à 3000 pieds, donnent une précision au sol de 100 mètres. C'est-à-dire, tout à l'heure, on était à 3000 mètres d'altitude, ils larguent leurs bombes, et on arrive à être précis à 100 mètres près. Si le déclenchement barométrique, lui, est descendu à 1500 pieds, là, on a une précision qui vient jusqu'à 60 mètres. Ces fusées brûlent au sol environ pendant 3 minutes, ce qui va permettre vraiment de bien cibler l'emplacement pour que les bombardiers qui vont éclairer la zone puissent, eux, éclairer vraiment les cibles que je vous ai montrées précédemment. Il y a également des retardateurs sur ces bombes qui peuvent prolonger la durée de 7 minutes. Donc vous voyez que les Britanniques ont vraiment le temps de bien peaufiner leur marquage au sol et pouvoir déverser leurs bombes par la suite. Une fois que cette formation d'éclaireurs est passée, là, ce sont des bombardiers qui vont venir éclairer avec des paillettes lumineuses. Tout ça sous les feux de la DCA allemande, puisque là, par contre, les Allemands se sont rendus compte, forcément, ils ont entendu les vrombissements des 20 Avro Lancaster qui arrivaient au-dessus de la ville de Royan. Et donc là, on a des bombardiers qui se mettent à déverser un chapelet. On a Nicole Bertin dans le documentaire de Guillaume Vincent qui le raconte bien. On y voyait comme en plein jour. Les Royanais vont vraiment témoigner de ce spectacle qu'ils vont avoir sous les yeux, alors pas très longtemps, mais qui va illuminer la ville comme en plein jour, et certains iront même comme un mois d'août. Ces fusées éclairent, scintillent et descendent vraiment très lentement, de façon à pouvoir permettre aux premiers bombardiers, chargés cette fois-ci avec des engins explosifs et incendiaires, de déverser leur cargaison. Vous avez à l'écran une photo aérienne où tout à fait en bas, je vais la lire pour vous, apparaît 4h06 le 5 janvier 1945. Nous sommes 4 minutes après le début du bombardement, puisque l'opération, notre maître bombardier, aura pris un retard de 2 minutes sur l'opération qui était prévue de 4h à 4h10, puisqu'il trouve que le balisage n'est pas assez précis. Et là, vous avez cette vue extraordinaire qui est prise depuis un appareil. Et à 4h06, vous avez cette traînée blanche donc, qui éclaire encore la ville de Royan. Et en bas de la photo, les premières fumées des incendies qui sont déclenchées sur la ville.
Tout à fait en haut de la photo, on peut distinguer les rues et les habitations encore intactes. Il aura fallu 12 minutes pour faire cette première vague, avec 2 minutes de retard. Comme je vous le disais, le maître bombardier a été très précis, trop pour les Royannais. Et les premiers bombardiers qui arrivent sur zone avec 1 minute d'avance, il leur donne l'ordre d'aller faire un survol plus au nord, puisque son opération n'est pas pour lui terminée, et revenir se placer, ces bombardiers-là, en queue de peloton. Et c'est, rappelez-vous, dans les rumeurs, les avions qui cherchaient leur cible au-dessus de la forêt de la Coubre. Pas du tout. Ils étaient bien au-dessus de la forêt de la Coubre, mais ils venaient faire un tour au-dessus pour venir se placer en queue de peloton et non plus être les premiers à bombarder. Autre photo, où là, il est 4h08, 2 minutes après. Vous voyez la différence. En 2 minutes, on ne distingue plus du tout les habitations. Par vagues successives, les bombardiers viennent tour à tour, en 1 ou en 2 passages. Ils ont le temps. Ils veulent faire les choses très précises. Larguer des chargements de bombes qui sont soit incendiaires, soit explosives. Et je vous le disais tout à l'heure, des bombes de 2 tonnes. En fait, c'est une bombe qui arrive au sol, qui rentre un peu dans le sol, et qui ensuite explose de façon à ébranler tout un pâté de maison et faire le plus de victimes possible. Malheureusement, en étant trop précis, en envoyant les bombardiers un peu plus au nord de la ville de Royan, ça devient un peu le désordre dans l'escadrille et les consignes élémentaires de sécurité ne sont plus du tout respectées. Certains appareils larguent au-dessus des leurs, d'autres viennent pas en sens inverse, mais de façon latérale sur le couloir qui était imparti. Et il va y avoir justement des bombardiers qui vont être perdus à cause de collisions en l'air ou alors de bombes reçues par un avion ami. À 4h15, le rapport du maître bombardier décrit un bombardement bien concentré avec des dommages étalés et sévères. Des brasiers sont allumés en quelques points. Voilà, nos chers amis britanniques sont fiers du travail qu'ils ont effectué et le font savoir par un petit communiqué de façon à pouvoir rendre compte d'un travail rondement mené. 12 minutes d'horreur que vont vivre les Royannais. C'est pour ça que je voulais vous lire avant toute chose ce témoignage. Vous avez vu aussi dans le documentaire Nicole Bertin, qui a connu, elle, les 2 bombardements, mais en étant directement sous les décombres. Ce n'est pas fini. Vous avez sur le plan un numéro 2, qui là, cette fois-ci, est le 2e point de repère pour le maître bombardier, puisque la technique employée sera celle utilisée comme pour bombarder les villes allemandes, le tapis roulant de bombes, le Rolling Carpet Bombing de Sir Harris, où on fait un bombardement zone massif et on déverse sans regarder ce qu'il y a en dessous. De toute façon, on a reçu l'ordre qu'il n'y avait plus de civils en dessous. Le point numéro 2, c'est le cimetière protestant de la commune de Royan. Il n'est pas choisi au hasard, c'est pas parce que c'est les protestants, c'est parce que c'est un cimetière, donc il y aura peu de décombres dessus, il n'y a pas d'habitation, et ce sera beaucoup plus facile à repérer en pleine nuit parmi tous les brasiers et toutes les ruines de la première vague. Voilà pourquoi les Britanniques se sont bien attachés à choisir des points de repère facilement identifiables. Le marquage, cette fois-ci, est différent, puisque vous avez une vue aérienne, là aussi, où on distingue les brasiers qui sont allumés par-ci, ici et là, dans la périphérie de Royan, dans les bois aux alentours, où d'ailleurs, pendant le briefing des équipages, il leur a été dit de faire attention, de ne pas se tromper avec des feux qui pouvaient être allumés dans les bois environnant la ville.
Cette fois-ci, il n'y aura pas d'indicateur vert de placer au sol. Il y aura une procédure d'illumination générale par des chapelets de fusées éclairantes. Et une nouvelle fois, la ville va être illuminée comme en plein jour. Une illustration issue de la presse qui décrit cette vague de 126 Lancaster. Il y aura 28 appareils qui seront des appareils pour éclairer et 98 qui viendront déverser la deuxième vague. Le principe, il est simple. On sait, côté britannique, on sait que c'est une occupation allemande uniquement. Donc, premier bombardement, on attend que les secours s'organisent, que tout le monde sorte pour chercher les rescapés, et on vient frapper une seconde fois. Là aussi, 2000 à 3000 mètres d'altitude. 4 minutes avant leur H, cette fois-ci, les bombardiers arrivent. Les rectifications sont faites, toujours le même mode opératoire. Et là, encore une photo prise d'un bombardier, 5h31 et 30 secondes même, là on est beaucoup plus précis. Le rolling carpet bombing a fait son effet. Fauche civile et secouriste. Et on peut dire que Royan n'existe plus. En une nuit, il y aurait eu quasiment 80% de la ville qui aurait été rasée. Ce n'est pas le seul exemple en France. Bien souvent, les Royanais se victimisent encore plus. On oublie qu'il y a Le Havre, Brest, Cherbourg. Voilà. C'est le prix de la guerre. Il faut libérer le pays. Le général de Gaulle l'a dit, il faut frapper fort pour que les autres poches de l'Atlantique sautent une à une en se rendant sans combat. Le lendemain matin, photo aérienne de reconnaissance. Il faut jauger les dégâts. Sont replacés en vert le premier point de contrôle, le deuxième en rouge, et on s'aperçoit des trous d'obus, même jusque sur la plage. Première annonce de la BBC, annonce officielle, qui sera faite à midi. Elle mentionne un bombardement satisfaisant sur Royan, dont les 6000 Allemands étaient les seuls habitants, car la population civile avait été évacuée depuis longtemps. On sent déjà qu'il y a une erreur qui a été commise, que tout le monde en prend conscience, mais que personne ne veut assumer. Les Alliés réalisent l'ampleur du désastre sur les photos aériennes. Alors là, vous en avez qu'une, mais il y en a eu énormément qui ont été prises, notamment sur les fortifications extérieures. Une vive polémique s'engage, cette fois-ci, entre les généraux français et américains, tandis qu'un secret total s'abat sur cette affaire, et je peux vous dire, pour des décennies, puisque jusque dans les années 80, il était difficile d'accéder aux archives qui viennent de vous être montrées, et ainsi que les suivantes. Vous avez justement un document qui est de la main du général de l'Armina, qui en haut de la page explique que le retard dans l'arrivée du message ne m'est pas imputable, contrairement aux observations que vous avez formulées. Il s'adresse aux Américains, puisqu'il a été pointé du doigt dès le début de cette affaire. Bien que le général Juin ait estimé qu'une part des responsabilités pouvait, je le dis bien, incomber au commandement français, nos généraux ne sont pas sanctionnés. En effet, le général de Gaulle peut difficilement se passer du général de l'Armina juste avant l'attaque et surtout à l'approche d'une victoire sur le sol français, chose qu'il cherche depuis un moment. Un autre aspect également qu'il faut prendre en compte, c'est que les groupes de FFI qui encerclent les poches ont plutôt une tendance communiste. Et ça gêne le général de Gaulle. Il faut plutôt que ce soit une armée régulière qui libère le pays, plutôt que les FFI, pour qu'ensuite, sur le plan politique, cette catégorie, entre guillemets, communiste puisse venir cueillir les fruits du travail du général de Gaulle. Et du côté du général de l'Armina,
lui, il veut conserver le général Corniglion-Molinier, qui est en charge des forces aériennes de l'Atlantique. Il en a besoin en vue de l'attaque, puisque celle-ci n'a toujours pas eu lieu. Et là, c'est vraiment le début d'une correspondance qui va devenir de plus en plus violente entre Américains, Britanniques et Français. L'état-major de la RAF, qui a trop bien fait son travail, lui craint d'être tenu pour responsable. Ils expliquent que pour eux, c'est une lamentable affaire qui concerne uniquement les Français et les Américains et qu'ils ont uniquement répondu aux ordres qui leur ont été donnés. Sir Bomber Harris estime qu'il aurait mieux fait de garder ses appareils au sol et d'utiliser éventuellement des bombes beaucoup moins puissantes ou même carrément ne pas aller déverser une cargaison de bombes sur la ville de Royan. Vous voyez que ça commence à s'envoyer, sans faire de mauvais jeu de mots, des missiles entre les trois parties. Tout le monde sait qu'il y a eu des erreurs de commises, mais personne ne veut endosser la responsabilité, alors qu'il aurait été plus simple, c'est facile à dire après coup, mais de l'endosser à trois, puisque de toute façon, les trois étaient dans le même bateau. Vous avez à l'écran toujours des archives qui ont été déclassifiées, cette fois-ci celle américaine, où on a la correspondance Eisenhower-Devers envers le général, le maréchal Juin. Pour lui, la responsabilité, elle est partagée entre Américains et Français. Il met de côté les Anglais. Et en même temps, il explique que si chacun fait un pas pour sanctionner son responsable, tout le monde pourra s'en sortir de façon honorable. La responsabilité est bien partagée, mais côté français, c'est dur encore à admettre. Dans un courrier du 7 février au général Juin, le général Smith déplore profondément ce désastre, dont les différences de langage, lui il le met sur des problèmes de compréhension, et une piètre liaison, les liaisons téléphoniques, sont la seule cause principale. Il oublie l'échange de cartes lors de la réunion du 10 décembre à Cognac, et qui a pointé Royan comme seule et unique zone à bombarder. Il indique que c'est le général Royce qui va endosser la responsabilité. Il va être limogé, mais limogé en prenant un poste à responsabilité administratif aux États-Unis le 29 janvier. Le général Royce, il ne va pas se laisser faire. C'est le personnage que vous avez à l'écran. Puisqu'en fait, il va demander au général Bousca, qui était présent lors de la réunion à Cognac, de donner son avis personnel sur le bombardement de Royan au général Schwartz. Et là, Bousca ne tient pas Royce comme responsable et va jusqu'à pointer du doigt que la destruction de Royan est de la responsabilité de Delormina et de Corniglion-Molinier, et ce sont eux qui ont bien donné leur accord, même s'il n'a pas assisté à la réunion. Allez-y, on va revenir encore à être encore plus énigmatique, c'est-à-dire qu'il pointe du doigt Delormina et Corniglion-Molinier sans avoir été présent à la réunion. Il ne l'assume pas lui non plus, mais il dit que c'est Corniglion-Molinier qui lui a dit il y a 2 jours plus tard. Et les Royanais vont mettre du temps à comprendre ce qui s'est réellement passé sur ce tragique bombardement. Vous voyez que du 5 janvier, enfin du 6 au matin jusqu'au 7 février, pendant 1 mois, le seul souci de nos militaires, c'est de savoir qui est responsable de cette tragique erreur, enfin de ces tragiques erreurs. Les civils, personne n'en parle. L'opération militaire Indépendance qui était ajournée, personne n'en parle. Rien ne se passe. Nous, on va se pencher. Qu'est-ce qui se passe au lendemain du 5 janvier 1945 ? Il a neigé avant à Royan. Il va neiger même après. Les températures peuvent avoisiner les -8, -10 degrés la nuit. Et en fait, le 8 janvier,
3 jours après le bombardement, l'amiral Michaelis, qui dirige la forteresse Gironde Nord, autorise l'entrée des secours dans la ville de Royan. Vous voyez le point de contrôle allemand. Ceux-ci craignent l'infiltration de forces militaires à l'intérieur parmi ce qu'on voit. Et de l'autre côté, les Français sont méfiants aussi, de façon à ce que les Allemands en profitent pour exfiltrer des commandants. Les équipes médicales sont peu nombreuses. Il y a quelques voitures sanitaires, surtout des camions, pour pouvoir recharger rapidement et venir ensuite ramener sur la commune de Saujon, où il y aura un train sanitaire qui les emmèneront sur Saintes. Vous allez voir une série de photos ces photos ont été prises le 9 janvier 1945. Ce sont les seules qui existent actuellement, qui ont été prises au lendemain du bombardement. On peut les reconnaître grâce à la neige qu'il y a dessus. Toutes les photos qu'on peut trouver sont bien souvent du mois de mai 1945 ou du mois de juin 1945, une fois que les rues sont déblayées. Là, les rues sont inexistantes. Ce seront d'ailleurs les marins-pompiers de La Rochelle qui viendront prêter main forte, enfin sur réquisition, bien sûr, aux Allemands pour pouvoir rétablir des axes de circulation. En fait, même 48 heures après le bombardement, il y a encore des bombes qui explosent. Même récemment, à Royan, l'année 2022, une bombe de 250 kg a été trouvée sur un chantier en plein centre-ville de Royan. Et il a fallu évacuer à peu près 400-500 personnes pour pouvoir que les démineurs la désamorcent. Donc vous voyez qu'il n'est pas surprenant que dans les 48 heures qui ont suivi le bombardement, il y ait encore des explosions, ce qui va retarder le travail des secouristes. Une rue complètement méconnaissable, avec la neige dessus, et voire même carrément plus du tout de gravats. Sur des photos aériennes, on distingue bien les couloirs aériens qui ont été utilisés. La petite anecdote veut que, en fait, les hôpitaux de Royan ont été rayés de la carte. Donc, il va falloir évacuer les blessés sur Saint-Palais pour ensuite les évacuer sur un hôpital de fortune qui se trouve au Mat, à environ 20 km de Royan. Il y a un endroit qui est assez grand, qui possède des lits, qui est assez vaste. C'est la Villa Claire de Lune à Royan, Villa Claire de Lune, plutôt appelée par les Royanais chez Pompon, qui est en fait une maison close. Et les 7 charmantes dames qui étaient en 1945 encore à la Villa Claire de Lune vont soigner les blessés. Mais la petite anecdote fait qu'elles vont soigner les blessés avec les sœurs de l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Et il se dit même que le curé, qui a passé 3 jours dans les décombres, sera soigné par ces dames de bonne charité. Donc ça traîne le 8, le 9, on n'a toujours pas de civils qui repartent de la poche de Royan, enfin qui repartent de ce qui reste de la ville. Et lors d'une entrevue, l'amiral Michaelis avec l'amiral Meyer qui aura cherché à avoir une issue beaucoup plus pacifique sur la poche de Royan, il aura un succès sur La Rochelle avec l'amiral Schirlitz, mais pas à Royan. Il n'a pas réussi à avoir la reddition. L'amiral Meyer, lui, arrive à avoir une trêve un peu plus longue avec l'amiral Michaelis de façon à évacuer l'intégralité de la poche de Royan. C'est-à-dire, là, on va au-delà des frontières. Il y avait 2200 personnes à peu près dans la ville de Royan. On en compte 4000 si on part de la forêt de la Coubre jusqu'à Méché. Et lui demande à ce qu'on évacue la totalité des civils parce que derrière, il va y avoir une opération militaire et il faut arrêter le massacre qui a eu lieu. Donc, il y aura plusieurs convois, malheureusement sans succès. Ça commence le 17 janvier, ces évacuations. Donc on est quand même 12 jours après le bombardement. Le 26 janvier, un second convoi. Et pour quasiment le dernier, parce qu'il part à vide, le 8 février.
8 février, le lendemain du dernier courrier que je vous ai lu, 7 février, hein, où on a toujours les Britanniques, Américains et Français qui s'envoient la balle de dire non, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Vous voyez qu'en fait, c'est la population civile qui paye le prix fort, puisqu'en fait, la ville de Royan est complètement dévastée, complètement rasée. En rouge, les habitations n'existent plus à peu près à 80%. En jaune, on considère que ça a été touché à 20-30%, et en bleu à 50%. Vous voyez que la concentration s'est bien faite sur, rappelez-vous, les 4 étoiles qui étaient indiquées sur la première carte. Royan n'existe plus. Les témoins diront que d'où ils étaient avant, ils n'avaient pas la vue sur mer. Maintenant, ils l'ont. Ils marchent sur le toit de leur maison. C'est ce genre de choses qu'on peut entendre. Il faut environ 1h30, voire 2 heures, pour parcourir un chemin qui d'habitude se faisait en 15 minutes. Il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, il neige, ils n'ont plus de quoi s'habiller. Et en fait, là encore, une fois, on a un compte-rendu des militaires qui déclarent que ça a dû être un coup dur pour ces uns qui croyaient qu'ils n'avaient rien d'autre à faire qu'à attendre. En fait, l'armée se glorifie d'avoir frappé aussi fort sur des soldats allemands, sauf que les soldats allemands n'ont pas été touchés. Tout le monde s'attend à une attaque immédiate, côté allemand, mais rien ne vient. Et c'est regrettable puisque même les renseignements français indiquent que, au dire des rescapés, le 13 janvier, puisque le 12 ils ont été évacués pour les premiers, au dire des rescapés du dernier raid sur Royan, le moral était tellement ébranlé qu'il aurait suffi d'une démonstration d'attaque pour obtenir la capitulation. C'est-à-dire que ce que le général de Gaulle avait dit, on va frapper fort parce que derrière ils vont se rendre et puis les autres poches feront la même chose, il avait raison. Malheureusement, personne n'était prêt pour lancer cette attaque sur la ville de Royan et sur la poche de Royan. Vous avez à l'écran, là aussi, une ruine d'habitation, le témoignage que je vous livrais au début de la conférence, où vous avez cette couverture qui pend. Ça vous rappelle quelque chose. Voilà dans quoi les réfugiés ont dû marcher pour pouvoir aller trouver les abris de fortune. On distingue cette silhouette qui apparaît presque pas. Et à côté, des tracts, puisque la propagande continue. On dit que Royan n'existe plus, et qu'en fait, c'est pitoyable, puisqu'en fait, il n'y a eu que 13 soldats allemands de tués. Ça y est, on va commencer à lancer des chiffres à tout va, à dire qu'il y a eu plus de 1000 civils tués, 2000, que les Allemands n'ont eu que très peu de soldats tués, que ceux qui ont été tués, c'était uniquement ceux qui avaient fait le mur ou qui étaient clair de lune. Les installations militaires ne sont pas touchées. Et le convoi sanitaire, le dernier, repart de Royan, vous voyez qu'il y a encore de la neige, pour ensuite prendre le train en direction de Saintes. Et les personnes qui ont vu le documentaire de Guillaume Vincent se rappelleront que c'est là que Monique Bertin demandera à voir sa mère, et qu'elle ne la reverra pas puisqu'elle mourra, elle, sur Poitiers. Le bilan, il est officiel maintenant. Pendant très longtemps, on était sur 700, 800 morts, 442 tués. On est sur à peu près 700, 800 civils blessés sur une population à Royan de 2200. Donc on a 25% de tués. Il y a à peu près 3/4 de la population qui a été touchée par le bombardement. Il n'y a que 25% qui en est sorti intact. Côté anglais et canadien, puisqu'il y avait aussi des avions, enfin des équipages canadiens dans les Lancaster, 27 morts, 6 appareils, peu de rescapés, mais il y en a eu. À gauche sur la photo, vous avez les restes d'un Avro Lancaster qui s'est écrasé sur la base de Cognac.
Et c'est comme ça que sur la base, ils vont s'inquiéter non pas du bombardement sur Royan, mais sur le bombardement de la base de Cognac. Ils pensent que c'est les Allemands qui les attaquent. Et ils vont même jusqu'à, quand ils vont récupérer les équipages canadiens, vouloir les fusiller, les prenant pour des Allemands qui se font passer pour des Canadiens. Côté allemand, 43 morts. 43 morts et Michael S., qui lui perd 43 soldats sur plus de 6000 dans la poche. Il va déclarer à l'amiral Meyer que vous les Français, vous avez une drôle de façon de faire la guerre, puisque la ville est ruinée et ses installations militaires sont intactes. Voilà ce qu'on peut dire sur le 5 janvier. Et malheureusement pour les Royannais, ça ne s'arrête pas là. On n'oublie pas, il faut une victoire française sur le sol. Nous sommes au mois d'avril. Là, par contre, l'argument de libérer le port de Bordeaux, qui lui est libre depuis août 1944, en vue de reconstruire le pays, ça ne tient plus. C'est vraiment histoire de dire, là, il faut qu'on ait une victoire. Et puis, on va essayer d'effacer aussi ces erreurs-là, et de montrer que le bombardement, il était utile pour quelque chose. 14, 15, 16 avril, nouvelle opération, opération Vénérable. Là, ce sont les Américains qui vont venir bombarder Royan. Une seconde fois. Enfin, de ce qui reste. Les Américains, ils ont la particularité de bombarder, eux, à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils misent tout sur un appareil qui s'appelle le Norden, qui est un calculateur, et ils déversent, sans s'occuper de savoir si c'est précis ou pas. L'important, c'est d'évacuer, d'écouler le stock qu'ils ont et qui est produit par leurs usines. Ils vont utiliser une... Alors, beaucoup de Royannais disent une nouvelle arme qui a été utilisée sur Royan. Non, c'est une nouvelle arme, oui, mais qui n'a pas été utilisée sur Royan pour la première fois, puisque la première fois, cette arme, elle est testée aux États-Unis, ça s'appelle le napalm, l'essence gélifiée. Elle est d'abord testée forcément chez eux, en 1942, dans les déserts, et de façon très précise, très ciblée. Ils ont reconstruit des habitations allemandes et des habitations japonaises. Ils veulent voir le résultat de cette nouvelle arme sur ces 2 théâtres d'opération. Je dis bien 2 théâtres d'opération. Certains pourraient dire que c'est une arme qui est ciblée sur la population, donc une arme entre guillemets de destruction non pas massive mais raciale. Mais non, en fait, ils veulent voir les résultats sur leurs 2 théâtres d'opération. Ils l'utilisent ensuite en 1943 en Sicile. Ça, c'est la première fois sur un théâtre de guerre. Ensuite en 1944 en Normandie. En 1944 également en Bretagne. Et en 1945 à Royan. À Royan, ils l'utilisent dans un but, c'est de voir les résultats sur les fortifications béton. Et ils vont mettre le paquet, ce qui explique pourquoi on retrouve des quantités impressionnantes, mis à part le fait qu'il faille écouler tout ce qui a été produit, puisqu'on est en fin de conflit. Ils vont déverser 725 000 litres de napalm sur les fortifications qui se trouvent sur la Coubre, la commune de Vaux-sur-Mer, la commune de Saint-Palais, la commune de Royan également. Un personnage célèbre qui est venu bombarder Royan, c'est le 2e aviateur qui a le casque sur les oreilles en partant de la gauche, Howard Zinn. Howard Zinn, très jeune, est venu bombarder Royan avec le napalm. Il sait ce que ça fait comme dégâts, et cela explique pourquoi plus tard il sera un fervent opposant à la guerre du Vietnam, personnage très connu aux États-Unis. Vous avez ici justement ces cylindres qui enveloppent l'essence gélifiée, le napalm, et en dessous, on peut distinguer déjà les fumées épaisses, bien noires, et on reconnaît le port de Royan juste sous les ogives, et sous la fumée, le fort Duché. Là aussi, les Américains ciblent bien les positions militaires. Ils vont bombarder également avec des B-17, des B-24, mais surtout en masse. 1200 appareils vont être engagés sur les 3 jours du mois d'avril, 14, 15, 16 avril. 1200 appareils qui vont venir déverser. Je vous laisse le soin aux passionnés d'aviation, le tonnage de bombes que le pays royannais a reçu sur 3 jours.
Et ce qui est intéressant, quand on est passionné d'histoire, est d'essayer de comprendre pourquoi on vient remettre autant le paquet sur une ville qui est déjà détruite. Mais on s'aperçoit, quand on épluche les membres d'équipage de ces... Alors pas 1200, on va s'arrêter très vite parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont tous le même âge. On s'aperçoit que c'est leur première ou leur deuxième mission. Les Américains sont toujours en guerre et pensent déjà à l'avenir, et notamment à l'opération qui se déroule encore dans le Pacifique. Et ils utilisent Royan comme un terrain d'entraînement pour leurs jeunes aviateurs. Les cibles, ah bah là cette fois-ci on a les bonnes cartes. On est au-dessus de Vaux-sur-Mer, position de Saint-Sordelin, et la tache blanche en bas de l'écran au centre représente la position GI-19 de Vaux-sur-Mer, GI pour Gironde, 19 la 19e position, et on s'aperçoit que la concentration de bombes est bien tombée une première fois, et celle que vous voyez descendre à l'écran en haut descend, elle, sur la ceinture fortifiée et le Panzerwerk 1 de Vaux-sur-Mer. Les Panzerwerk 1, 2, 3 et 4, ce sont des nœuds fortifiés que les Allemands vont construire une fois qu'ils vont s'apercevoir que le débarquement a eu lieu en Normandie et que l'intervention arrivera depuis la terre. Les cibles sont les bonnes. Et justement, sur cette photo aérienne, on est au-dessus du phare de la Coubre. Les blocos sont juste au nord du phare de la Coubre, juste au-dessus, et vont toucher leur cible parfaitement. 4000 mètres d'altitude, il semblerait que le Norden fonctionne à merveille. J'avais débuté avec une magnifique vue de la perle de l'Atlantique, avec son casino. Les Royannais étaient fiers de dire que c'était le plus beau casino d'Europe. On ne peut pas le savoir, maintenant il n'y est plus. Et on va terminer avec la même vue aérienne. Et vous allez voir apparaître les ruines du casino. Voilà, au centre. Et ça vous laisse un aperçu de ce qui reste de la ville après les bombardements du 5 janvier et du 14-15 avril 1945. L'Armina et Corniglion-Moulinier, qu'on peut classer d'aventuriers flamboyants, baroudeurs, n'ont aucune fibre sensible pour ces Royannais. Ancrés dans leurs habitudes et voulant avant tout sauvegarder leurs biens périssables. C'est ce qui sera noté dans les mémoires de Delormina. Ses opinions figurent d'ailleurs dans ses chroniques, où il compare ses biens au sang versé par ses FFI, oubliant la mort des Royannais. Voilà pourquoi les Royannais vont lui en vouloir. Il protestera toujours sans convaincre personne, si ce n'est l'état-major français, comme quoi il n'est pas responsable de cette tragique erreur, laquelle, pour lui, résulte d'une méprise inexplicable entre la Coubre et Royan. Lui, il ne comprend pas comment les Américains ont pu se tromper entre ces deux cibles. Cette fable, n'a rien à voir avec la réalité. Inutile d'insister sur la violente colère que les Royannais vont témoigner pendant très longtemps et l'incompréhension de ce bombardement. Réfugiés hors de la poche, ils n'apprendront d'ailleurs la destruction totale, parce que certains vont l'entendre mais ne pensaient pas que c'était aussi lourd, la destruction totale de leur ville, ils ne l'apprendront que 2 semaines après. Et ils vont tenir vraiment une rancune tenace, au point que, par symbole, le conseil municipal de l'époque, alors vous avez une photo avec justement le maire qui s'affiche fièrement devant un panneau indicateur « Royan, ville anéantie par erreur », le conseil municipal prendra une interdiction de séjour à Delormina. Les Bordelais, qui avaient beaucoup de résidences sur Royan à l'époque, l'accusent d'avoir fait ça pour récupérer son étoile, enfin une étoile supplémentaire. Il sera décoré par contre lors de la revue des maths le 22 avril par le général de Gaulle.
Et il y a une personne qui, justement, ouvre une porte aux historiens qui cherchent toujours ce qui s'est dit sur cette réunion du 10 décembre à Cognac. C'est Michel Brodeau qui estime que ce crime inutile a été conçu par des généraux ivres lors d'une réunion du 10 décembre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée, très documentée, et avec une iconographie que, même si on a vu le film avant, bien sûr, mais qui est très précise et qui renseigne beaucoup, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle, même si beaucoup de choses ont été dites? Oui ? Oui, merci et bonsoir, et merci beaucoup pour cette présentation extrêmement éclairante. Moi, je réagis en tant que Royanais. J'ai grandi aussi à Royan, donc je pense qu'il y a peut-être quelques-uns dans la salle. Et une des rumeurs que j'ai entendues tout au long de mon enfance, que vous n'avez pas mentionné, c'est le fait qu'en fait, le bombardement, s'il a fait aussi peu de victimes allemandes, c'est que les Allemands étaient plutôt stationnés au Verdon. Est-ce que c'est une réalité, ça, ou pas du tout ? Et autre rumeur, un peu le corollaire, c'était qu'en fait, le bombardement, c'était un peu une erreur, on devait bombarder le Verdon, et puis ils se sont trompés. Bon, évidemment, là, vous avez montré le documentaire et vous avez montré que c'était pas vrai, mais d'où viennent un peu ces rumeurs? Et une autre petite question deux questions de curiosité. Jean Gabin a été aussi, si je me souviens bien, impliqué peut-être dans les bombardements du mois d'avril, non? Oui, il y a une histoire avec ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et puis, bon, une autre question, là, c'est vraiment une question anecdotique de Royanais. La pharmacie Bujard, qu'on voit à de nombreuses reprises, on a l'impression que c'est le centre névralgique de Royan dans le documentaire. Est-ce qu'elle a été... Quand elle a été reconstruite, c'était toujours au même endroit. Et dans le documentaire, on voit un bâtiment en face. Donc, est-ce que c'était bien la poste qui était en face? Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous répondre directement sur la dernière. Puis j'ai noté les trois autres thèmes. Oui, la pharmacie Bujard, donc, qui est par contre, elle, à l'époque, avec une façade arrondie, a bien été reconstruite au même emplacement, sur la place de la Poste. Et la Poste, vous l'avez vu dans l'iconographie que j'ai présentée, a gardé son architecture art déco années 30, malgré après une rotonde qui a été rajoutée. Donc on est bien sur ce lieu-là. Ceux qui ont vu le documentaire, Monique Bartner est au sol, à espérer qu'il y ait des morceaux de bois qui flambent pour la réchauffer et qui tombent. Donc on est bien sur le même emplacement, ce sont bien ces photos-là. Pour revenir sur votre première intervention concernant les Allemands, très peu de victimes, pour la bonne raison, c'est que depuis septembre 1944, ils s'attendent à ce qu'il y ait une attaque de grande envergure qui soit lancée. Hitler, en juin, a décrété les forteresses de l'Atlantique, les poches. Donc c'est un état de siège en septembre. Ils se renferment, ils sont quasiment dans leur structure béton. Quasiment peu d'Allemands sont encore en villégiature dans les habitations. Alors on retrouve dans un ouvrage qui s'appelle J'habitais Royan d'Auguste Ampel, un soldat allemand qui en 1943 arrive à Royan, connaît le bombardement et la libération. Lui, il décrit qu'il est dans une habitation, mais toute proche des blocos qui se trouvent dans le bois de Bellamy, donc en fait sur l'avenue Louise à Royan, pour ceux qui connaissent. Donc voilà pourquoi, en fait, il y a très peu de victimes allemandes, c'est que eux, ils sont dans des refuges, dans des protections. D'ailleurs, certains témoignages français vont hurler sur les Allemands en disant « Vous étiez bien contents de nous trouver pour les fabriquer et vous refusez qu'on puisse y rentrer ». Voilà pour répondre. Ensuite, sur le Verdon, vous avez raison. Je ne l'ai pas abordé, mais c'était dans les premiers plans. Il fallait que la pointe de Grave soit elle aussi bombardée. Et c'est lors d'une correspondance du 18 décembre, où le général de l'Armina dit « Non, tout compte fait, on va recentrer les bombardements sur la forteresse Royan et non pas la forteresse sud, le Verdon. » Donc, c'est en effet ces rumeurs qui sont traînées, mais même moi je l'ai entendu, voilà, j'ai 47 ans,
à l'âge de 15 ans, j'entendais toujours les mêmes choses. Il y a une part de vrai, je vous l'ai dit, il y a une part de vrai dans ce que l'on a pu entendre, mais ensuite il y a une part qui a été déformée. Il n'y avait pas plus d'Allemands à Royan qu'à Soulac. La garnison était d'environ 5500, 6000 soldats. Et il faut aussi avoir une vue plus large, où la poche de La Rochelle n'est pas libérée, la poche de l'île de Léron n'est pas libérée, la poche de Royan n'est pas libérée, et la poche du Vernon n'est pas libérée. Et ces 4 poches peuvent communiquer et se ravitailler par bateau, puisque aucun navire allié a pu venir jusque-là. Il y a d'ailleurs une opération le 13 août 1944 sur Royan, où ils viennent essayer de percuter toute la flotte navale allemande. Il y a des clichés magnifiques de ces beaux fighters qui attaquent. On voit les Speerbrechers qui sont sous une pluie de grêle et d'obus. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre à mal complètement la marine allemande. Donc il y a ces liaisons maritimes qui se font et il y a des renforts qui glissent du nord au sud, du sud au nord, en fonction des renseignements que les Allemands vont glaner à droite ou à gauche. Il y a des infiltrations dans les avant-postes français pour pouvoir récupérer de la nourriture, parce qu'ils sont en état de siège, ne l'oublions pas. Et en même temps, ils veulent essayer de savoir comment va être attaquée leur poche. Vous avez évoqué aussi Gabin, Jean Gabin, Montcorgé, qui est dans le régiment blindé des fusiliers marins, RBFM. Il vient en effet sur la Charente-Maritime. On n'a pas de cliché qui montre Jean Gabin dans Royan. Pourtant, il y a un témoignage sur un festival de films, je ne sais plus exactement quelle date, mais quand on lui parle justement de cette région, il dit oui, je la connais très bien pour y être passé à une certaine époque que je ne préfère pas en parler. Et d'ailleurs, il refusera le rôle dans Paris brûle-t-il en disant la guerre, on ne la joue pas, on la fait. Donc, en effet, on a des clichés sur la Charente-Maritime. Il est du côté de la Génétouse, Saint-Jean-d'Angély. On pense passionné d'histoire comme éventuellement historien. Moi, je tiens à dire que je suis uniquement passionné. Je ne suis pas historien, je suis passionné par l'histoire régionale, toute période confondue. On pense que l'état-major a conscience de qui il est. N'oubliez pas Marlène Dietrich, voilà. Et il faut éventuellement le protéger en fin de conflit. Donc on le met plutôt sur un flanc. Mais il aurait pu quand même, s'il y avait eu des glissements de troupes, je vous l'expliquais, qui part de Royan vers La Rochelle ou La Rochelle qui descend, il se retrouvait sur une ligne de front. Voilà. On ne va pas négliger quand même. Certains vont dire oui, mais il était loin. Non, il était quand même en position. Il aurait pu aussi en prendre une à ce moment-là, s'il y avait eu des mouvements de troupes, notamment quand les Allemands auraient pu percer la Seudre et remonter pour rejoindre La Rochelle. J'espère avoir répondu à vos 4 points et n'avoir rien oublié. Une question ici ? Non, alors, voilà. Sachant que les autres salles peuvent envoyer des questions par SMS. Je le rappelle au passage avec le numéro qui s'affiche sur l'écran. Merci. Bonjour. Vous avez évoqué Howard Zinn. Moi, je voudrais signaler son ouvrage « La bombe ». Il part d'Hiroshima et de la destruction par la bombe atomique, et il fait un parallèle aussi avec la bombe qu'il a larguée sur Royan. C'est un livre remarquable. Oui, je vous remercie. J'ai hésité à le dire tout à l'heure pendant que j'étais en train de vous exposer. J'y ai pensé. Je vous invite à le lire, La bombe, et même à lire les travaux qu'a fait Ambrivol, qui apparaît dans le documentaire de Guillaume Vincent, qui a connu Howard Zinn, qui possède énormément de documents d'Howard Zinn et même des manuscrits. Howard Zinn est venu sur Royan dans les années 64, malheureusement, dans la complète indifférence. Voilà. Mais en effet, c'est un personnage et je vous invite, oui, vous avez raison, madame, à lire La bombe. Alors, pardon. Donc, il y a une question de Sophie Jeannot de Jancet. Combien y avait-il de civils à Royan en 1945 ? Les 2200 évoqués paraissent très faibles. Alors, en 1940, il y a environ 7000 habitants. 7-8 000 habitants sur Royan. Ce chiffre va monter à quasiment 10-12 000 avec les réfugiés, lorsqu'il va y avoir les premiers combats.
On est ensuite, au moment du bombardement, bien sur des chiffres de 2235 de mémoire empochés, puisque à partir de septembre, il va y avoir des évacuations forcées des civils. Vraiment, on sait qu'à partir de septembre, il va se passer quelque chose. Donc on invite dans un premier temps la population à partir. Il faut comprendre que beaucoup vont refuser parce qu'en fait, je vous demande de se mettre à leur place. Bien souvent, la famille est uniquement locale, que ce soit grands-parents, parents, enfants, tout le monde est sur Royan. Alors certains vont faire quelques kilomètres et vont trouver refuge, mais il faut partir dans un endroit inconnu, dans un pays qui est en guerre où c'est rationné, donc en fait on ne sait pas où on va être logé, on ne sait pas comment on va se nourrir, c'est déjà dur. Donc il va y avoir dans un premier temps des refus. Et ensuite, ça va être fait par la force. Donc il y aura des évacuations. Et on est bien sur 2200 personnes dans Royan. On parle bien de la commune de Royan. C'est bien 2200 personnes qui sont présentes au moment du bombardement. Voilà. C'est à peu près une personne sur 5 qui décède. 400 personnes sur 2200. Oui, c'est ça. 20-25% de tués et 75% par contre impactés. Monsieur ? Juste pour revenir sur ce point, vous dites évacuer de force, mais par qui les Allemands sont là. C'est pas eux qui les évacuent de force, sont les. Je comprends pas très bien. Si. Les Allemands vont garder ce qu'ils appellent, vont évacuer les bouches inutiles, c'est-à-dire ils vont garder sous la main que ce qui va leur servir au fonctionnement. Électricité, eau, pour maintenir les réseaux en état, continuer les travaux au niveau des champs. Vraiment, non, ce sont les Allemands qui mettent la population dehors en disant non, on ne garde pas. Ils craignent en même temps des actions de sabotage au sein de la commune de Royan. Donc non, ce sont les Allemands qui les incitent à partir fortement. Ah d'accord. Et la même chose s'est passée au Verdon, à La Rochelle, dans toutes ces poches, une évacuation forcée de la population civile. Alors sur La Rochelle, on est plus sur. Il y a eu des pourparlers entre l'amiral Schirlitz et l'amiral Meyer, qui avaient fait leurs études ensemble, ce qui a fait que ça a pris, et l'issue, il y a plutôt eu des trêves de conclus. Et l'issue, on la connaît pour La Rochelle, c'est que La Rochelle va se rendre sans aucun combat. Merci bien. Dans votre conférence, vous avez fait référence, monsieur, à des archives déclassifiées, des archives nord-américaines. Et ma question, c'est aujourd'hui, puisqu'il y a eu un grand silence pendant plusieurs décennies, aujourd'hui, les historiens ou les passionnés d'histoire comme vous le dites, est-ce qu'ils ont accès à des archives britanniques et des archives allemandes, ou si ce ne sont pas des archives officielles, des témoignages, des souvenirs qui auraient été écrits par des Allemands qui auraient été dans cette zone. Merci beaucoup. Et je confirme l'intérêt du livre « La bombe » de Howard Zinn, qui est d'une actualité redoutable. Alors, il y a l'accessibilité au niveau des archives. Vous avez l'accès aux archives françaises à Vincennes ou à Ivry. Vous avez l'accès au Bundesarchiv en Allemagne, à Koblenz. Vous avez accès à l'Institut War Museum de Londres, en archives britanniques. Et vous avez accès au NARA, aux archives américaines. Ces 4 institutions, par contre, contrôlent et maîtrisent les documents qui sont mis à disposition de chaque chercheur, de chaque personne qui vient s'enregistrer au niveau des archives et qui cherche éventuellement quelque chose. Alors bien souvent, ce n'est pas accessible parce que l'inventaire du carton n'a pas été fait. Voilà, c'est la première des causes. La deuxième, c'est éventuellement la sensibilité que peut avoir le carton en question. Quand je dis le carton, c'est l'ensemble de documents qui se trouvent dans une valise. Voilà. Soyez rassurés, on n'est plus maintenant sur des archives qui sont classées au niveau de ce conflit-là. Tout est quasiment accessible. Ce qui n'est pas accessible, c'est ce qui n'a pas été inventorié. Il en reste, à ma connaissance, il reste encore quelques archives et qui là sont issues non pas des institutions militaires, mais des privés. Il en reste aux archives départementales de la Charente-Maritime. Il y a des fonds qui ont été donnés, mais qui n'ont malheureusement pas été encore indexés, qui n'ont pas été inventoriés et qui ne sont pas à l'accès. Donc on pourrait apprendre aussi, et là c'est la source du chercheur que je suis,
c'est d'aller chercher dans les familles, qu'elles soient françaises ou allemandes, d'aller chercher les témoignages, mais en faisant attention, puisque, je le disais en introduction, il y a la mémoire quand on est enfant, qui n'a pas la même perception que celle de l'adulte. Il y a la mémoire de l'adulte qui va s'altérer avec le temps, qui va se transformer. Faisant une petite rigolade, c'est la 7e compagnie, hein, où au début ils sont 30 et puis à la fin ils ont fait 50 prisonniers. Et il y a aussi celle de la personne qui est âgée, qui va s'altérer avec le temps et qui n'aura pas non plus la même vision. Donc quand on prend des archives civiles ou des témoignages personnels, il faut aussi la recouper avec des informations, alors qu'elles soient vidéo, photographiques ou même militaires, très précises. Avec Marianne, lorsque l'on a fait l'ouvrage Guerre et plage, nous avons eu la chance de travailler d'abord sur ce que les Royannais avaient vécu, donc des sources locales, des archives très précises. On avait une personne qui avait tenu un cahier, entre guillemets, intime. On savait à quelle heure il prenait le thé, on savait quelle aventure il avait eue amoureuse avec qui, mais par contre, il donnait des descriptions dans les scènes que personne n'a connues, par exemple dans les cafés ou dans les cinémas. L'exemple, c'est les Allemands s'entraînent à Pontaillac, ils sont sur des canots pneumatiques, ils sont en train de préparer ce que l'on appelle l'opération Siloveux, Lion de mer, pour débarquer en Angleterre. Projection au cinéma, c'est décrit comme ça y est, l'Allemagne a envahi l'Angleterre, va débarquer, puisqu'en fait ils sont sur des falaises rocheuses de Pontaillac. Et là, les Allemands qui sont dans la salle s'esclavent de rire, se reconnaissent, et ça c'est décrit dans le journal intime de Pierre Abadie. Voilà, donc ça par contre, c'est des pépites, parce que nulle autre personne, s'il n'avait pas couché sur le papier, ne pourrait le raconter. Pour en revenir, c'est après, quand on a fait ce travail-là avec Marianne, ça a servi d'aspirateur, ça a eu un écho en Allemagne, et nous avons eu des témoignages d'officiers allemands qui étaient sur leur fin de vie, donc qui ont décrit avec le peu de souvenirs qui leur restait. Voilà sur quoi on peut travailler. Ce qui a été présenté, par contre, là, ce soir, c'est vraiment des données qui sont issues des archives institutionnelles et vérifiées. Bien. Dernière question. Oui. Voilà, donc la dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que cette espèce de victoire à la Pyrrhus, là, qui n'en était pas une, est-ce que ça n'a pas été utilisé après par le général de Gaulle pour être transformé en une victoire politique ? C'est tout à fait ça. C'est facile de le dire maintenant avec le recul. Pour les Royannais, il faut comprendre que c'est pas très compréhensible. Bien souvent, on dit quelle était l'utilité de libérer Royan. Le 17 avril, Hitler se suicide dans les mêmes jours. Hein, on est à peu près là. Les Russes sont à peu près à 100 km de Berlin. Mais quand on le replace dans le contexte géopolitique, il fallait une victoire française sur le sol français. Et une victoire de l'armée régulière. Là, on envoie la 2e DB, général Leclerc. D'ailleurs, lui, il le prend comme une punition, il veut foncer sur l'Allemagne. Mais De Gaulle, visionnaire, sait que toutes ces opérations mis bout à bout, les Français ont débarqué le 6 juin avec le commando Kiefer, la libération de Paris, le fait d'aller à Strasbourg, le fait de derrière venir libérer ses poches de l'Atlantique, il sait qu'il aura sa légitimité à la table des Alliés. Voilà, en effet. Il y a en parallèle de ça quand même aussi le visionnaire dans le sens il va falloir reconstruire le pays. Donc toute la façade atlantique est bloquée, puisqu'en fait les Alliés, eux, l'objectif c'était l'Allemagne. Et on oublie que toute la façade sud-ouest, même la façade ouest, n'est pas libérée. Donc toute cette partie du pays, et d'ailleurs c'est avec Marianne le travail qu'on aimerait faire là, sur le 3e ouvrage, c'est que 45-49, les conditions de vie sont aussi difficiles que pendant la guerre. Les Royannais n'ont plus d'habitation, ils vivent dans des baraquements en bois. Il y a toujours les tickets de rationnement en France jusqu'à à peu près 47, 48, voire 49. Donc c'est dur. Ils ont les Allemands sous le nez, puisque les Allemands servent à déminer le pays, servent à déblayer le pays, servent à travailler dans les champs.
D'ailleurs, certains agriculteurs, certains exploitants forestiers vont se les arracher à prix d'or, ils vont se battre entre eux parce que c'est de la main-d'œuvre gratuite. Et ils ont également, n'ayons pas peur des mots, ceux qui ont collaboré avec les Allemands, qui ont participé à la construction du mur de l'Atlantique, ils ont le savoir du béton, ils ont les machines pour le faire. Qui c'est qu'on demande pour venir reconstruire le pays? Les mêmes. Voilà. Donc, pour revenir sur votre question, oui, de toute façon, sur le discours du général de Gaulle en septembre à juin, quand il dit on frappe on frappe Royan d'une force pour montrer aux autres, il est dans cet esprit-là. Il pense déjà à l'après pour le pays, mais il pense à l'après pour lui se positionner en tant que chef de guerre à la table des Alliés. Pour ma part, je laisse l'ensemble des personnes dans la salle avoir leur propre avis, mais pour ma part, il avait entièrement raison. Puisque certains, moi j'ai pas connu, mais certaines régions de France ont connu les camps américains, et avec cette volonté de vouloir venir prendre une part du pays. Donc pour ma part, j'insiste bien, pour moi je trouve qu'il avait raison. Mais je laisse chacun juger. Voilà. Un grand merci à Éric Renoux. Merci beaucoup. Merci à vous.